Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et bonjour à tous, vous êtes sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 13h pour Poulain sans réserve. Au sommaire de cette émission, nous recevons Noam Landry, président du collectif Alerte, pour parler du taux de pauvreté en France qui progresse encore et toujours. On aura également avec nous Édouard Durand, le juge qui co-préside la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, qui rend aujourd'hui son rapport final. Il sera notre invité en deuxième partie d'émission. On va bien sûr fêter les 5 ans des Gilets jaunes pour l'édito, évidemment. Pour nous appeler, le standard 0826 300 300. Poulain sans réserve, on est ensemble jusqu'à 13h. À tout de suite. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité, c'est Noam Landry du collectif Alerte. Bonjour. Bonjour. Vous avez lancé l'alerte sur la hausse de la pauvreté avec un appel de 34 fédérations, associations nationales de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, parce qu'on voit que la pauvreté ne fait qu'augmenter dans notre pays. L'INSEE a publié les chiffres en début de semaine. 9,1 millions de personnes en situation de pauvreté. Un taux de pauvreté qui progresse de 0,9 points. Ça veut dire 14,5% de la population qui est dans cette situation de pauvreté, avec l'inflation qui continue d'augmenter, le 115 qui est saturé pour l'hébergement d'urgence, aucun plan pour cet hiver, les banques alimentaires, dont les Restos du Cœur qui avaient sonné l'alerte elles aussi en début de rentrée, dès le mois de septembre. Quelle est la situation aujourd'hui en France? Est-ce qu'il y a de quoi s'alarmer et est-ce qu'aujourd'hui les pouvoirs publics ont conscience de cette pauvreté galopante? Écoutez, déjà vous dire, les chiffres que vous venez de donner déjà sont terriblement inquiétants. Alors je vous parlais en nombre de personnes, c'est 500 000 pauvres de plus sur une année. 500 000 personnes, vous vous rendez compte? Il y a 3 millions d'enfants qui sont dans des familles pauvres, qui vivent dans des familles pauvres, compte tenu de la hausse des prix, de l'inflation, du fait qu'il n'y ait pas de solution aussi pour se loger, pour se nourrir correctement. C'est les associations qui sont obligées de répondre finalement à cette alerte, à ces besoins pressants. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que le gouvernement ne prend pas la mesure de cette ambiance morose, de cette situation qui se dégrade. Ça fait plusieurs mois qu'on tire la sonnette d'alarme, qu'on rencontre la première ministre, que j'ai rencontré également le président de la République. Je lui ai dit il faut faire quelque chose. Et pour l'instant, on a le sentiment qu'ils n'en prennent pas du tout la mesure et qu'il n'y a pas de réponses qui sont à la hauteur des besoins. C'est ça aujourd'hui quand même qui nous inquiète. Il n'y a pas eu une seule réaction du gouvernement suite à la publication de l'INSEE, sauf Bruno Le Maire qui dit on en a déjà fait beaucoup, Olivier Véran qui nous dit on est en train de réduire le taux de chômage, sauf que ce qu'on constate c'est que le taux de chômage déjà il a cessé de diminuer et que dans le même temps qu'on diminuait le taux de chômage, malheureusement la pauvreté a augmenté. Donc ça veut dire que ce n'est pas la seule solution, c'est pas la solution miracle pour réduire la pauvreté. Il y a 1 million de travailleurs pauvres, 1 million de personnes qui travaillent. C'est aussi ce que montre l'INSEE dans les chiffres de la pauvreté, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont en situation d'activité, qui malgré leur travail n'arrivent pas à sortir de la pauvreté. Donc c'est terriblement inquiétant. Oui, c'est extrêmement inquiétant et on voit que les priorités du gouvernement, ça a été d'abord la réforme des retraites, ensuite un débat là en ce moment sur l'aide médicale d'urgence, l'assurance chômage, la réforme de l'assurance chômage pour limiter et diminuer l'assurance chômage, et maintenant le RSA sous condition avec des heures de travail ou du moins d'accompagnement vers le retour à l'emploi. C'est un peu un disque rayé, c'est-à-dire que est-ce que du côté du ministère des Solidarités, on a quand même un plan, il y a eu un plan pauvreté qui a été présenté. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce plan et est-ce qu'il y a des pistes quand même intéressantes? Il y a des pistes intéressantes. C'est en fait la poursuite du plan pauvreté qui avait été présenté en 2018 par Emmanuel Macron lui-même. Là, c'est la première ministre qui nous a présenté un plan de poursuite finalement il y a 2 mois maintenant de ça. Et il n'y a rien de très neuf dans ce plan. À part peut-être qu'il y a un nouvel axe de travail qui consiste à dire attention, la transition écologique, les enjeux écologiques vont conduire à des impacts sur les plus modestes et il faut qu'on en tienne compte. Mais les solutions encore, elles sont pas sur la table. Pour l'instant, c'est plutôt, on est d'accord sur le diagnostic, sur les problèmes, sur le fait qu'il faudrait faire des choses, mais en revanche, on a le sentiment que les actions, ils n'en ont pas changé de logiciel. Effectivement, on est toujours sur le disque de 2018 et on continue comme si tout allait bien, alors que la preuve, c'est que l'INSEE lui-même, un institut public rattaché à l'État, nous dit la pauvreté a augmenté alors que, soi-disant, le plan pauvreté devait permettre d'éradiquer la pauvreté. Donc il n'a non seulement pas réussi à diminuer, mais en plus, dans le même temps, la pauvreté a augmenté. C'est ça qui, quand même, montre que ce plan pauvreté n'est pas suffisamment efficace, pas suffisamment performant. Il y a de très bonnes choses dedans, mais ça n'est pas suffisant. Et donc c'est ça qu'on demande aujourd'hui au gouvernement. Justement, vous parlez de 2018. Aujourd'hui, c'est la date anniversaire des Gilets jaunes.
le 17 novembre 2018, où cette révolte populaire avait commencé justement avec une mesure sur la transition énergétique, la taxe carbone, qui impactait fortement les ménages qui étaient déjà en situation de précarisation ou qui étaient des travailleurs pauvres ou qui avaient du mal. Et c'était l'alerte à cette époque-là pour dire attention, on va dans le mur, on ne peut pas continuer comme ça. On voit que c'est pire qu'en 2018 aujourd'hui en termes d'inflation, en termes de nombre de personnes qui sont tombées dans la précarité et la pauvreté depuis cette période. Ce qui est inquiétant, c'est de voir qu'il n'y a pas de réponse, pas de recul par rapport à ça. Et pourtant, on va continuer de parler de transition écologique. On parle maintenant d'une prime pour une voiture électrique, mais ça concerne seulement des ménages qui peuvent encore se payer une voiture, ce qui devient un luxe quasiment. Tout à fait. Je pense que la hausse des prix s'est amplifiée là, ces derniers temps avec la crise ukrainienne notamment, et ce qu'on a constaté déjà à l'époque des Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'il y avait une forte inflation notamment sur l'essence, sur les carburants. Et ben aujourd'hui on est dans la même situation où les prix de l'énergie ont explosé, où d'autres coûts aussi, les coûts de l'alimentation, etc. ont explosé. J'ai très peur effectivement qu'on se retrouve avec un nouveau phénomène de Gilets jaunes, à moins qu'aujourd'hui aussi les gens sont complètement dépités et n'ont même plus envie de se battre. Ils se disent il faut qu'on attende la fin du quinquennat. Moi j'ai pas envie de me dire que pendant 3 ans, il va rien se passer. Au contraire, moi, j'ai espoir qu'on arrive à convaincre le gouvernement, les pouvoirs publics, les acteurs locaux aussi. Les pouvoirs publics locaux ont une capacité à agir, qu'on arrive à les convaincre qu'il puisse y avoir des activités. Moi, je prends l'exemple d'un député en Indre-et-Loire, Charles Fournier, qui accueille dans sa permanence des familles à la rue. C'est pas acceptable d'avoir encore 3000 enfants qui dorment à la rue ce soir. Et ça veut dire qu'on a les moyens. On est dans un pays très riche. Pendant la crise Covid, on a accumulé 150 milliards d'euros d'épargne. Les plus aisés de la population française ont accumulé des centaines de milliards d'euros d'épargne. On a des dividendes importants, un résultat des entreprises, des plus-values, etc. qui existent. Et donc, on peut puiser dedans aussi. C'est pas la charité qu'on demande. Si vous regardez le film de l'Abbé Pierre en ce moment qui tourne et qui cartonne sur les écrans dans les cinémas, allez-y. Vous verrez, il interdisait à ses compagnons d'aller faire la charité, d'aller faire la manche. Ce qu'il faut, c'est trouver des solutions pérennes pour réduire de façon structurelle la pauvreté et non pas des mesurettes. Par exemple, moi je salue l'idée du gouvernement d'attribuer un chèque de Noël aux familles monoparentales. Très bien, mais c'est pas que pour les familles monoparentales, c'est pour toutes les familles pauvres. Elles devraient toutes avoir 200 € à Noël pour pouvoir payer des cadeaux, pour pouvoir se nourrir, se loger correctement. Et c'est pas juste à Noël, ça devrait être toute l'année qu'on empêche d'être dans la pauvreté lorsqu'on est dans une famille nombreuse. Aujourd'hui, ce que nous montre l'INSEE dans sa dernière publication de mardi, c'est que c'est essentiellement les familles nombreuses dont le taux de pauvreté a augmenté le plus rapidement. 5% de plus de pauvreté pour ces familles nombreuses de 3 enfants ou plus. Donc il faut les aider aujourd'hui et pas que les familles monoparentales. Ouais, toutes les familles qui ont des difficultés. Mais la crise Covid aussi a précipité dans la pauvreté de nombreux ménages. Cet arrêt de l'économie, ce confinement et puis le quoi qu'il en coûte qui s'arrête au bout d'un moment, ça a été une catastrophe socialement. Ça a été une catastrophe socialement, mais néanmoins, à ce moment-là, avec le quoi qu'il en coûte, avec cette prise de conscience, cette mobilisation générale, finalement, la pauvreté avait diminué en 2020. C'est un paradoxe de ce que nous montre l'INSEE, ce que nous avait déjà dit l'année dernière l'INSEE. En 2020, il y a eu une légère baisse de la pauvreté parce qu'on a mis les moyens. On avait dans cette période du quoi qu'il en coûte, on a arrêté de regarder le taux de déficit public et on s'est intéressé plutôt à la situation des gens pour essayer de résoudre leurs problèmes. Et donc on a trouvé des solutions, on les a aidés, on les a soutenus et ça a permis d'éviter effectivement un accroissement de la pauvreté comme on pouvait le craindre à ce moment-là. Alors, tout n'est pas parfait dans la situation de tout le monde, évidemment, mais en tout cas, ça a permis de le compenser. Moi, je voulais revenir sur le fait qu'on est à 5 ans après les Gilets jaunes et qu'on parle aujourd'hui beaucoup de transition écologique. On voit qu'aujourd'hui, c'est un sujet important. On veut créer des zones à faible émission dans les grandes agglomérations qui interdiront les véhicules polluants. On va réduire l'artificialisation des sols, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir construire des maisons pas chères sur des terrains agricoles comme on l'a longtemps fait. On va plus pouvoir installer peut-être de chaudières au gaz chez soi. On va bientôt peut-être plus pouvoir non plus louer des passoires énergétiques. Donc tout ça, ça a un impact important, notamment pour les plus modestes, qui sont les premiers impactés, et ils subissent d'une certaine manière une double peine. C'est-à-dire que ceux qui polluent le moins, qui émettent le moins de gaz à effet de serre, qui consomment le moins, parce qu'ils sont sobres par nature, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais en même temps, sont ceux qui vont subir les conséquences de cette dérive climatique, de la pollution de l'air qui atteint leur santé, qui également
vont être les premiers à perdre les emplois qui seront délocalisés ou qui seront fermés. Je pense à la construction de véhicules thermiques. En France, on a des fleurons de la construction de voitures, des constructeurs auto, mais ce sont toutes ces chaînes, ces usines qui risquent de fermer prochainement et on n'a pas d'alternative. Et pour des bassins d'emploi entiers qui risquent d'être impactés un peu comme les bassins miniers dans le passé lorsqu'on a fermé les mines de charbon. Oui. Et donc là, aujourd'hui, on a le sentiment qu'il n'y a pas de solutions qui leur sont proposées. On voit qu'on va foncer dans un mur. Alors, c'est pas tout de suite, c'est pas demain, ça va être dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans peut-être, mais on a le sentiment que les mesures qui sont aujourd'hui proposées sont pas à la hauteur. On a besoin de savoir un peu vers quel métier il faut accompagner les gens, mais un par un, et pas se dire, voilà, on va créer un jour peut-être une usine quelque part, mais on verra demain et on laisse les entreprises se débrouiller. Ça, il y a besoin de planification, il y a besoin que les pouvoirs publics et des préfets à la planification des transitions écologiques. On a besoin également que pour les véhicules dont il va falloir se passer bientôt, qu'il y ait des vraies alternatives. Prenons le cas du véhicule à 100 euros, véhicule électrique à 100 euros par mois qui est proposé aujourd'hui et qui était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. On sait très bien que c'est pas les classes les plus modestes qui vont pouvoir avoir un véhicule électrique. À 100 euros par mois, c'est énorme. Vous savez, le seuil de pauvreté, il a 1100 euros par mois. Donc ça fait déjà presque 10% de votre revenu que vous consacreriez à votre voiture. C'est énorme. C'est énorme. Ce sont les classes moyennes. Effectivement, pour elles, ça permet d'avoir une alternative. Lorsqu'on est classe moyenne, d'avoir cette alternative avec le véhicule électrique à 100 euros. Mais en réalité, les plus pauvres, ils sont très peu à avoir un véhicule. Il y a presque la moitié des pauvres qui n'ont pas de véhicule. Donc ça veut dire qu'il faut investir plutôt dans les transports en commun ou dans des alternatives aussi. Pourquoi pas de l'autopartage qui pourrait être un peu plus solidaire. Aujourd'hui, il n'y a pas de tarification sociale de l'autopartage. Si vous prenez un véhicule en autopartage, c'est le même tarif que vous soyez millionnaire comme le patron de Carrefour, dont il y a eu un très bon reportage hier qui lui montrait ses revenus très élevés, 9 millions d'euros. Ça fait quand même 6 siècles de SMIC. C'est-à-dire qu'on pourrait payer pendant des centaines d'années des SMICards. Et c'est pas le patron le plus payé du CAC 40. Et ce n'est pas le plus payé. En plus. Non, mais c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que pas de volonté politique de lutter sérieusement contre la pauvreté, pas de plan à long terme, avec des objectifs quand même climatiques qui vont être terribles pour les gens qui sont déjà dans la pauvreté. Que propose le collectif Alerte très concrètement au pouvoir public? Quel est l'état du dialogue actuellement et qu'est-ce qui est sur la table? Écoutez, nous, notre prochaine étape de travail, ça va être le mois prochain. On va remettre un rapport sur justement qu'est-ce que pourrait être une planification écologique qui serait solidaire et juste, équitable. Donc, on a l'intention de le remettre à la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui a accepté de nous recevoir dans quelques jours. Donc, on va lui remettre ses propositions. Elles sont de tous ordres. D'abord, sur la question du logement. Comment est-ce qu'on arrive à faire cette rénovation énergétique massive pour réduire la facture d'énergie des plus modestes, mais pas seulement, mais notamment des plus modestes, leur permettre de pouvoir faire des économies sur l'énergie et de vivre confortablement. Donc ça veut dire jouer sur le reste à charge aujourd'hui qui reste encore malheureusement trop important. Une fois que vous avez déduit les aides, il y a encore un reste à charge trop important par rapport aux revenus des plus modestes. Et puis il faut aller les chercher, les accompagner. C'est pas tout de leur dire il y a des aides, débrouillez-vous. Il faut aussi savoir quels bons travaux faire à quel moment. Deuxièmement, sur les mobilités, on ne veut pas que les ZFE, ces fameuses zones à faible émission, deviennent des zones à forte exclusion pour les plus modestes. Et donc on propose que il y a un soutien très fort au transport en commun, notamment parce que les plus pauvres utilisent les transports en commun, mais par contre, ils recourent pas aux tarifs sociaux. Vous savez qu'en réalité, quelqu'un de modeste préfère acheter son ticket à l'unité plutôt que de bénéficier d'une tarification sociale parce que il n'a pas de quoi avancer les 20 euros. Il n'y a pas beaucoup d'informations aussi sur les aides. Et puis c'est compliqué, il faut fournir des pièces justificatives, il faut aller faire la queue, et puis il faut se débourser tout de suite 20 euros, alors que quand vous achetez un ticket à l'unité, c'est peut-être 1 ou 2 euros à chaque fois. Donc voilà. Et aujourd'hui, il y a un fort taux de non-recours. Donc finalement, la gratuité des transports en commun peut être aussi une solution qui permettrait de faciliter l'accès aux transports en commun pour les ménages. En tout cas, il y a de plus en plus de villes qui l'expérimentent, le pratiquent, et je pense qu'effectivement, ça va dans le bon sens. Donc on soutient ce genre de démarche. Il y a une tarification sociale de l'eau aussi qui avait été annoncée par Emmanuel Macron. On attend d'en voir un peu la couleur, j'ai envie de vous dire, même si l'eau est translucide. Et c'est vrai que ça serait une très bonne idée, et on l'appelle de nos voeux, mais pas dans 2 ans, pas dans 3 ans, mais maintenant, en fait, ça permettrait effectivement que tout le monde ait accès à cette ressource en eau qui devient de plus en plus rare. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce qui est sur la table, c'est uniquement de taxer, de pénaliser davantage les gros consommateurs d'eau. Mais nous, on pense aussi qu'on devrait avoir peut-être les premiers mètres cubes d'eau gratuits pour tout le monde, de façon à avoir une forme de progressivité du
prix, c'est-à-dire que les premiers sont gratuits, puis après, petit à petit, plus vous en consommez, plus ça serait cher. Ça permettrait aussi de donner un signal prix positif et de donner l'accès à tous à une quantité d'eau suffisante. Et est-ce qu'il y a des rendez-vous qui sont déjà pris avec le président de la République, la première ministre ou les différents ministères, notamment celui des solidarités? Écoutez, la première ministre, lorsqu'elle nous a présenté son pacte des solidarités, le nouveau plan emploi-pauvreté au mois de septembre, elle nous a dit qu'elle nous reverrait 3 mois plus tard. Donc on attend à nouveau d'être invité. Bon, c'est vrai que généralement on est invité 3 jours avant, donc on a pris l'habitude de pas trop de prendre d'anticipation sur ces dates. Le président de la République aussi a l'intention de réunir un nouveau Conseil national de l'Europe-Fondation auquel je siège au nom des associations de solidarité, et donc ça devait se tenir avant la fin de l'année. Je ne sais pas, vu le succès d'autres rencontres comme à Saint-Denis, il renouvellera aussi les rencontres du CNR, mais en tout cas moi je souhaite que ça puisse être un espace de dialogue où on peut à nouveau lui signaler, lui faire appel sur ces enjeux aujourd'hui de la pauvreté, comme j'ai pu le faire par le passé. Mais je dois reconnaître que pour l'instant j'ai plutôt été déçu, parce que je lui avais passé un appel solennel en septembre à revaloriser les minima sociaux qui sont sous-indexés par rapport à l'inflation. C'est-à-dire que l'inflation est de 5%, les minima sociaux ont monté seulement d'un point et demi de pourcentage. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a une perte de pouvoir d'achat très importante pour ceux qui touchent des allocations logement, des allocations familiales, le RSA ou même le minimum vieillesse. Tout ça est largement inférieur à l'inflation, et donc il y a besoin de l'anticiper dès le 1er janvier. C'est ce qu'on demande, alors que c'est prévu que pour avril. Ouais. On voudrait que dès le 1er janvier, le niveau de l'inflation soit appliqué à ces minima sociaux, à ces prestations familiales, ces prestations sociales, parce que sinon on sait qu'il y a 200 000 personnes qui risquent de rester dans la pauvreté à cause justement de cette sous-évaluation des minima sociaux et des prestations familiales. Et du poids de l'inflation. Merci beaucoup Noam Léandri du collectif Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Eh oui. On est là 5 ans après. Vous vous rappelez tous, bien sûr, de l'hymne des Gilets jaunes qui avait envahi les ronds-points le 17 novembre 2018. Et après, un mouvement populaire, un mouvement social qui déjà sonnait l'alerte contre la paupérisation, la difficulté de vivre avec des taxes carbone, avec des salaires qui ne sont pas assez élevés. 2000 personnes qui ont été mises sur écoute, géolocalisées, une surveillance massive s'en est suivie, des gardes à vue abusives, une entrave au droit de manifester et des violences policières, même si certains n'aiment pas le terme. 23 éborgnés entre 2018 et 2019, dont Jérôme Rodriguez, qui sera l'invité d'André Berkoff tout à l'heure pour faire le point sur ces 5 ans. Aucun gendarme ou policier, d'ailleurs, n'a été condamné en 5 ans. On se rappelle bien sûr de Christophe Castaner, alors ministre de l'Intérieur, de Monsieur Lallemand, préfet de Paris, d'Édouard Philippe, Premier ministre, et d'Emmanuel Macron, qui, avec Brigitte Macron, préparait même un plan de contingence pour quitter Paris en hélicoptère ou se louer un appartement pour ne pas finir son mandat, parce qu'on en était là, quasiment. La peur, finalement, de la jacquerie qui déborde, et peut-être une révolution. En tout cas, les Gilets jaunes demandaient peu de choses, si ce n'est d'être entendus, le RIC, et puis le pouvoir de vivre, tout simplement. L'ONU, à l'époque, avait demandé à la France une enquête sur l'usage excessif de la force. Eh bien, l'enquête, elle s'est arrêtée, puisque la France a préféré passer la distance de tir du LBD, cette arme qui a éborgné de nombreux gilets jaunes, de 10 mètres à 5 mètres. Elle a commandé 78 millions d'euros de nouvelles grenades de désencerclement et lacrymo pour le ministère de l'Intérieur, et 90 nouveaux blindés, les Centaures, qui permettent de réprimer encore davantage. Donc la leçon apprise finalement pour le pouvoir, ça a été comment préparer la future répression et se protéger des Gilets jaunes. Et puis, pour la situation économique du pays, la pauvreté explose. On en parlait à l'instant avec Noam Léandri du collectif Alerte. L'essence, elle est 40 centimes de plus qu'en 2018. Il y a toujours aussi des taxes écologiques qui sont en préparation. Et tout ça, eh bien, dans un silence, comme si la sidération, après la violence, avait empêché les Gilets jaunes de revenir. Mais si, ils revenaient, parce que elle est où, votre colère ? Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on continue cette émission avec notre invité pour parler bien sûr du rapport final de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, avec le juge Édouard Durand. Bonjour.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on rappelle les chiffres qui font froid dans le dos. Toutes les 3 minutes, c'est un enfant qui est victime de violences sexuelles en France. 160 000 nouvelles victimes par an. 92% de ces victimes qui ne sont pas entendues. La Ciivise avait pour rôle de libérer la parole, de donner aussi des pistes pour que les pouvoirs publics avancent. Que dit ce dernier rapport et quelles sont les recommandations? Je sais qu'il y en a de nombreuses recommandations, plus de 80. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vont pouvoir changer rapidement pour ces victimes d'inceste? Merci monsieur, tout d'abord de l'attention que vous accordez au travail de la Ciivise et à sa mission. La mission de la Ciivise, elle est double et indissociable. Par les témoignages des adultes, augmenter notre capacité de protéger les enfants et de lutter contre l'impunité des violeurs d'enfants, des pédocriminels. Et notre rapport est donc ces deux choses à la fois. Nous avions le devoir de restituer tous ces témoignages que nous avons reçus, 30 000 témoignages, un mouvement social exigeant. Des personnes qui, dans leur enfance, ont été anéanties par le passage à l'acte sexuel de l'agresseur et à nouveau confrontées à un second anéantissement qui est l'absence de réponse sociale. Et indissociablement, nos préconisations sur 4 axes, le repérage, parce que vous l'avez dit, un enfant tous les 3 minutes, mais lequel? Lequel enfant? C'est en posant la question des violences à tous les enfants que les enfants victimes pourront se dire « cet adulte-là, je peux le lui dire ». L'axe du traitement judiciaire, et nous avons un défi à relever qui est réduire le nombre de classements sans suite. Parce qu'on dit aux enfants, il faut libérer la parole, vous l'avez dit tout à l'heure. Et sauf que dans 7 cas sur 10, l'enfant qui dit « je décide de faire confiance à la société », on lui dira « écoute, ta plainte, on la met à la poubelle ». Et puis, la réparation et le soin. Il faut donner les soins spécialisés du psychotrauma. Voilà 3 axes essentiels du travail de la Ciivise avec 82 mesures qui sont des mesures qui concernent des changements dans la loi, mais aussi soutenir des pratiques professionnelles protectrices parce qu'au bout du compte, il y aura toujours un enfant réel en chair et en os qui attendra qu'on le protège. Sur le repérage en particulier, vous proposez d'instaurer un rendez-vous individuel chaque année de dépistage et de prévention de ces violences. Comment ça pourrait se mettre en place et se passer ? Ça, c'est dans le cadre de nos préconisations sur le questionnement systématique. Nous disons d'abord, à chaque fois qu'un enfant va chez le médecin, son médecin doit lui poser la question des violences. À chaque fois qu'il y a une séance d'éducation à la vie affective, puis à la sexualité, à l'école, eh bien, il faut que ce soit aussi un espace de repérage. Mais pour les enfants qui ne vont pas à l'école, pour les enfants qui n'ont pas un suivi médical régulier, pour les enfants qui sont confiés à une institution spécialisée ou à l'aide sociale à l'enfance, ce que nous disons, c'est que nous devons garantir au moins une fois par an qu'il y ait cet espace auprès d'un personnel de santé, d'un personnel de l'éducation. Les institutions s'organiseront, mais qu'il y ait au moins une fois par an un rendez-vous où on pourra poser la question des violences. Vous savez, moi quand j'étais juge des enfants, je posais la question des violences à tous les enfants. Est-ce qu'il y a des choses qu'on te fait et que tu n'aimes pas? Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas lieu aujourd'hui, ou très peu, malheureusement. Une fois ces rendez-vous de prévention, il y a évidemment le volet répression qui est important. Une des propositions fortes, c'est de rendre imprescriptibles les viols et agressions sexuelles qui sont commis contre les enfants, parce que c'est vrai qu'il faut du temps pour parler d'inceste. Il y a beaucoup de difficultés à libérer la parole, même une fois adulte, et ce délai de prescription empêche beaucoup de criminels de passer devant la justice. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va être entendable pour le ministère de la Justice? Nous le pensons. En tout cas, nous l'avons préconisé parce que nous pensons que c'est une mesure conforme à nos principes, une mesure importante et une mesure concevable et acceptable par notre société. D'abord, nous faisons toutes des préconisations sur la mise en sécurité immédiate de l'enfant qui révèle des violences, bien sûr. Mais nous savions à la Ciivise que nous ne pourrions pas
esquivé la question de l'imprescriptibilité. Et nous nous sommes donné 3 ans pour y réfléchir avec des philosophes, avec des juristes, avec des pédopsychiatres. Et nous nous sommes dit, que les délais de prescription n'étaient pas le critère social de mesure de la gravité d'un crime. 2, qu'il n'y avait pas d'obstacle qui empêcherait de rendre imprescriptibles les violences sexuelles sur mineurs, comme l'ont fait beaucoup d'autres pays, beaucoup d'autres États de droit. 3, que les fondements de la prescription ne pouvaient pas être appliqués aux violences sexuelles faites aux enfants. L'un des fondements de la prescription, c'est la carence du plaignant. Nous parlons de personnes qui sont réduites au silence, parfois dans l'amnésie traumatique. Et enfin, un dernier mot sur ce sujet extrêmement important, on dit la prescription garantit la paix sociale. Mais la paix de qui? Il y a des agresseurs qui peuvent violer un enfant jusqu'à 2000 fois pendant son enfance. La paix de qui? C'est d'ailleurs aussi sur l'appellation, ne pas parler de pédophilie mais de pédocriminalité, puisque la violence, elle est là. Il n'y a pas d'amour dans ces gestes de viol et d'inceste sur les enfants. Et un grand volet aussi, c'est sur la mise en protection de ces victimes qui aujourd'hui fait défaut. Oui, il faut renforcer notre capacité de protéger les enfants. On en voit des injonctions paradoxales. Vous imaginez un enfant de quelques mois, de quelques années, une adolescente, un adolescent, qui est soumis au secret de l'agresseur, qui vit dans la terreur, qui doit révéler les violences sans savoir s'il va être protégé. Et qui peut-être va être obligé, pendant tout le temps de l'enquête, d'aller passer un week-end ou des vacances ou aller en classe avec un agresseur, une personne au sujet de laquelle l'enfant a dit « Je ne veux plus le voir, il me fait peur, il me fait des choses que je n'aime pas ». Quel choix on fait? Qui voulons-nous protéger? Et c'est pour ça que nous avons dit il faut une ordonnance de sûreté de l'enfant. C'est-à-dire permettre au juge aux affaires familiales de garantir un cadre juridique qui donne de la sécurité à l'enfant. Aujourd'hui, quelles sont les mesures? Il y a des choses qui existent quand même pour enlever la responsabilité parentale, protéger l'enfant du parent maltraitant? D'un certain point de vue, oui, monsieur, vous avez tout à fait raison. Le code civil, le code pénal comportent des dispositions législatives qui permettent de protéger un enfant. Mais il y a trop d'aléas dans la mise en œuvre de ces dispositions, selon les pratiques des professionnels, ici ou là. C'est pourquoi il faut ce que j'appelle une législation plus impérative, une législation qui structure davantage les pratiques des professionnels, qui fixe beaucoup plus clairement un interdit majeur. Et c'est pourquoi il faut écrire dans la loi que quand un parent est condamné pour inceste, l'autorité parentale est retirée automatiquement par l'effet de la loi. Ce qui n'est pas le cas du tout aujourd'hui, évidemment. Vous avez, pendant ces 3 ans, recueilli beaucoup de témoignages, et pourtant la Ciivise risque de fermer la porte sur ses travaux à la fin de l'année. Qu'en est-il aujourd'hui de la prolongation de la Ciivise? Écoutez, au moment où je vous parle, je n'ai aucune certitude, aucune information. Nous avons remis officiellement le rapport à la secrétaire d'État chargée de l'enfance et à d'autres ministres du gouvernement, et nous ne savons pas. Ça m'a toujours paru une évidence. Ce qui fonctionne, conservons-le. Les institutions qui remplissent leur mission, maintenons-les. Les personnes engagées dans des missions si difficiles, encourageons-les. On ne cesse de me dire, mais comment faites-vous? Ça doit être extrêmement difficile. Et en même temps, on dit, vous allez partir. Et je dis, moi non, je veux rester. Les personnes qui s'engagent, encourageons-les. Ce qu'il faut, c'est une doctrine claire. Qui voulons-nous protéger? Les enfants, et c'est ce dont on va continuer de parler avec vous, monsieur le juge. Dans un instant, on se retrouve pour continuer de parler de ce rapport de la Ciivise sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 13h. À tout de suite.
On se retrouve avec le juge Édouard Durand, coprésident de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, qui remet aujourd'hui son rapport final après 3 ans d'écoute et de libération de la parole sur ces violences. Il y aura un comité interministériel à l'enfance le 20 novembre prochain. Est-ce que vous attendez peut-être à ce moment-là que des annonces soient faites suite à ce rapport ou qu'il y ait un retour rapide par rapport aux 82 mesures que vous avez proposées? Écoutez, évidemment, toute politique publique doit aussi s'inscrire dans la durée et donc dans une planification. Et les 82 préconisations que formule la Civise, à l'évidence, seront mises en œuvre dans la durée. Elles aussi, sur les 82 préconisations, 20 étaient des préconisations que nous avons déjà formulées dans nos travaux antérieurs et qu'évidemment nous avons reprises. Et le gouvernement se saisira d'un certain nombre, le plus possible, je l'espère, des préconisations que nous avions déjà formulées. Le rapport vient d'être publié et par la suite, les autres préconisations, je l'espère, seront mises en œuvre aussi. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que ces préconisations sont dans un ensemble. C'est un ensemble cohérent. Pas des mesures qu'on prend ici ou là. Oui. Je le redis, je l'ai évoqué tout à l'heure. Si on encourage le repérage systématique, il faut aller au bout de la promesse. Mettre en sécurité immédiatement l'enfant. On ne peut pas dire à un enfant, fais-nous confiance, révèle les violences, mais nous ne te dirons pas si nous te protégerons. Ce coût des violences sexuelles faites aux enfants, vous l'avez chiffré à plus de 9 milliards d'euros pour la sécurité sociale, pour la société en général. Il y a une question aussi, une fois le volet juridique, le volet de protection, c'est les soins spécialisés, la reconstruction de ces victimes. Vous préconisez là aussi un parcours particulier et des formations aussi pour les professionnels de santé pour traiter et pour accompagner ces victimes. Merci, monsieur, de poser cette question de cette façon. C'est fondamental, oui, c'est un devoir. La réparation par le soin. Ce que nous voyons à la Civise avec ces 30 000 témoignages, c'est que ces souffrances, ce sont des souffrances extrêmes pendant l'enfance et pendant toute la vie d'adulte. Et parfois, des souffrances qui conduisent les victimes à arrêter la vie pour ne plus souffrir. Et ça, je pense que nous le prenons insuffisamment en compte. Nous oublions trop souvent que la violence, c'est vraiment violent. La cruauté, l'acharnement du mal, c'est destructeur. Et évidemment, il faut dispenser les soins qui sont adaptés au psychotraumatisme. Ces soins existent. Ils ne sont pas dispensés. Et nous savons que quand un enfant est victime de violences sexuelles, si il est mis en sécurité immédiatement, et si des soins spécialisés sont dispensés très rapidement, eh bien, on peut soigner le trouble de stress post-traumatique. Sinon, on ne pourra plus soigner que l'intensité des symptômes qui seront chroniques. C'est vraiment un choix de société. Ouais. C'est encore une fois lundi, ce sera la journée internationale des droits de l'enfant. Ce que vous mettez au cœur du rapport aussi, c'est la place de l'enfant dans la société. On se rappelle bien sûr de ces plateaux télé dans les années 80-70 où un pédocriminel connu et écrivain se vantait d'être ce qu'il est. Les choses ont lentement évolué quand même depuis quelques années, mais cette question de l'enfant, elle est fondamentale. Est-ce qu'aujourd'hui on en a pris la mesure ou pas? Je pense que c'est un combat contre soi-même qu'il faut continuer à mener. Vous savez, la question que s'est posée la Civise, la première des questions, c'est ce par quoi commence le rapport. C'est de répondre à cette question. Pourquoi avons-nous un devoir de protection des enfants? Avec Ancionas, nous avons compris que nous devons protéger les enfants parce qu'ils sont vulnérables et qu'ils ont besoin de sécurité. Avec Hannah Arendt, nous avons compris que nous devons protéger les enfants et les éduquer pour, comme elle le dit, assurer la continuité du monde. Et ça, c'est un défi pour les sociétés qui n'ont compris que très progressivement qu'elles avaient ce devoir et que l'enfant n'était pas un objet dont on prenait possession. C'est pour ça que nous demandons le maintien de la Civise, parce que cette lutte contre le déni est loin d'être gagnée.
Il ne faut pas revenir en arrière. Vous parliez tout à l'heure du fait que toutes ces mesures et l'ensemble des préconisations de la Civis sont à prendre comme un bloc parce qu'elles font sens si elles sont mises en application ensemble. Dans le volet répression et protection aussi, il y a bien sûr tout le volet police-justice. Aujourd'hui, on voit que les effectifs ne sont pas assez nombreux pour lutter contre la cybercriminalité, par exemple, qui concerne la pédocriminalité. Il y a aussi le fichier des auteurs d'infractions sexuelles qui existe, qui s'appelle le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Aujourd'hui, il est peu ou mal utilisé, vous dites. C'est assez inquiétant? Écoutez, c'est un outil qui a des potentialités importantes. Et après expertise, après audition de praticiens, d'enquêteurs, nous avons vu que cet outil tel qu'il existe a des capacités de prévention, de protection et de contrôle social des agresseurs, de contrôle des antécédents, mais que ces potentialités pourraient être développées encore, qu'ils permettent, par exemple, de faire des recherches quand on n'arrive pas à identifier dans un secteur géographique un pédocriminel qui, après la plainte d'un enfant victime, d'arriver par des recoupements à voir les suspects. Il y a des choses pratiques, voyez-vous. On oppose toujours les principes pour dire non, on ne peut pas protéger. Mais ces outils existent. Et donc la Civis est à la fois dans des questions de principes extrêmement importantes, comme vous venez de le dire sur l'enfance, elle est aussi dans des enjeux de pratiques professionnelles pour protéger les enfants réels. Mais quand en parallèle de ce travail essentiel de la Civis et de vos recommandations, on apprend que le pédocriminel Francis Évrard, qui était un multirécidiviste, pourrait sortir de manière anticipée en 2027 et a eu le droit de changer de nom. Est-ce que c'est pas inquiétant? Est-ce que là, il n'y a pas une schizophrénie dangereuse du ministère de la Justice et de la société? Écoutez, ce que ces 3 années d'engagement à la Civis ont aussi permis de mettre en évidence, c'est que ces violences sexuelles faites aux enfants font l'objet d'un déni puissant, massif et ancien. Et que ce déni a des ramifications, des prolongations dans le traitement social des viols, des agressions sexuelles, de l'inceste, y compris dans le traitement judiciaire. Et puis il ne faut pas oublier que nous, les humains que nous sommes, nous restons fascinés par le pouvoir et la violence. Et que nous avons finalement difficilement la capacité de prendre en compte la très grande dangerosité des pédocriminels. C'est vraiment un sujet majeur et je trouve qu'il est éludé, sauf quand vous en prenez bien sûr l'ampleur et avec les différents rendez-vous et les rapports de la Civis. La question importante, c'est le maintien de la Civis au-delà du 31 décembre. On a entendu le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, annoncer qu'il y aurait sans doute une continuation, mais dans un flou total. Qu'est-ce que vous voudriez dire aujourd'hui aux responsables politiques qui sont actuellement en train de faire des lois qui pourraient maintenir la Civis pour que ça arrive, que ça continue, parce que je pense que l'ensemble des citoyens français ne comprendraient pas si la Civis venait à disparaître au 31 décembre. Merci de me donner l'opportunité d'en dire un mot. En effet, depuis plusieurs mois déjà, nous préconisons le maintien de la Civis, parce que la Civis ne peut à elle seule traiter tous les problèmes contenus dans le problème des violences sexuelles faites aux enfants, mais elle est une instance inédite. Une instance inédite qui, en 3 ans, a maintenu un niveau de conscience collective et d'exigence sur ce problème qui est indéniable, parce qu'elle est fidèle à la promesse faite aux adultes qui ont été victimes dans leur enfance. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tout le monde aujourd'hui reconnaît que les préconisations de la Civis et les analyses de la Civis sont utiles pour les politiques publiques. Alors pourquoi arrêter ce qui répond? La Civis n'est pas un problème, elle est une réponse à un problème. Et c'est pourquoi, nous sollicitons à la fois le maintien de la Civis et je souhaiterais pouvoir maintenir mon engagement à la Civis, continuer
à tenir cette promesse. Bien, merci beaucoup, Monsieur Édouard Durand, pour votre travail, pour votre engagement, et on espère qu'il sera pérennisé après le 31 décembre. Merci d'avoir été notre invité. On continue.